Prologue. Némarié Sarlaf. La lune brillait d'un éclat d'argent sur l'horizon. Les conditions étaient parfaites. L'homme qui observait ce spectacle n'en souriait pas malgré tout. Il ne souriait plus depuis des années. Les gens d'ici le nommaient Némarié Sarlaf, ce qui, dans l'ancienne langue d'un peuple magique, signifiait « messager du cristal ». Il faut dire qu'il était apparu des années auparavant dans une sphère de lumière cristalline. Les habitants de cette petite île l'avaient pensé envoyé des dieux. Il mit longtemps à leur prouver le contraire. Et malgré tout, ils continuaient à lui témoigner de la déférence. Il avait accepté le nom de Némarié Sarlaf. Après tout, son véritable nom ne signifiait plus grand-chose pour lui. Son passé était devenu l'avenir d'un monde que les habitants de cette île ne pouvaient qu'imaginer avec difficulté. Mais ils avaient compris l'importance du but poursuivi par Némarié. Ils l'aidèrent sans lui faire défaut. Durant des années, ils obéirent à ses instructions, alors même qu'ils n'entendaient rien à ses travaux. Les années avaient passé, et malgré toute sa volonté, il manquait un élément primordial à Némarié pour finaliser son projet. Il ne pouvait plus qu'attendre. Il avait attendu 30 ans, craignant la mort plus que tout autre, car elle signifierait l'échec de sa mission. Et un jour, son attente fut enfin récompensée. Un bateau, dans un état déplorable, transportant des gens souffrant de faim et de soif, s'échoua sur l'île. Les marins mirent des semaines à se remettre totalement. Némarié en profita pour expliquer le but de sa vie à ces hommes. Ils l'écoutèrent, d'abord incrédules, mais ils finirent par le croire. Cette histoire était trop extraordinaire pour être une invention. Némarié leur confia une mission des plus importantes, mais ce but ne serait atteint que dans plusieurs siècles. Le souvenir de cette quête devrait traverser le temps et les générations jusqu'à l'époque où elle pourrait se conclure. Il fallut attendre encore plusieurs mois pour que les conditions soient toutes réunies. Mais le jour, ou plutôt la nuit, était enfin arrivé. La lune, véritable phare pour ceux qui suivaient cette quête, brillait de tout son éclat. Bientôt, Némarié pourrait aller vers la mort en sachant sa mission accomplie. Le capitaine des naufragés le rejoignit. Il regarda la lune un long moment. « Alors, il est temps, » dit le capitaine. « Oui, enfin, » souffla Némarié. « Vous êtes sûr que ça va marcher ? » ?»« Il le faut, sinon l'humanité est vouée à disparaître. Ce ne sera que dans plusieurs générations, mais elle disparaîtra. Le temps est enfin venu pour moi de terminer ma mission. » Némarié se rendit dans une grotte à flanc de montagne. Le capitaine le suivit. Le chemin dans le boyau de pierre fut long, mais ils finirent par atteindre une paroi de cristal. Némarié se tourna vers le capitaine. « Vous savez quoi faire ?» dit-il. Némarié leva une baguette magique. La paroi de cristal devint lumineuse. Il la traversa comme si elle était devenue de l'air. Le capitaine s'approcha de la paroi, redevenue terne. Il produisit une baguette et s'entailla la main. Il appliqua son sang sur la paroi, qui s'illumina de nouveau pour le laisser passer. Il ne fallut que quelques minutes pour faire ce qui devait être fait. Un rayon de lumière argentée surgit de la grotte et vint envelopper le navire reconstruit au cours des semaines précédentes. Cela fait, Némarié et le capitaine sortirent de la grotte, posant leurs yeux sur le navire.
Ma famille ne connaîtra plus la paix avant longtemps, dit le capitaine. Mais il le faut. Vous êtes un homme d'honneur, capitaine Morbrez, dit Marié. Maintenant, allez de par le monde et au-delà. Le capitaine se tourna vers le vieil homme. Vous ne m'avez jamais dit votre nom, votre vrai nom, fit le capitaine. Je m'appelle... Chapitre 1. Tonnerre sur l'océan Indien. La journée aurait dû être aussi ennuyeuse que toutes les autres depuis le début de ce voyage. Et à vrai dire, Kathleen Tuckson aurait préféré que cela reste ainsi. Même si durant les jours précédents, elle avait souhaité ardemment qu'un événement inattendu rompe son ennui, maintenant, elle préférerait s'ennuyer à mourir. Mais là, elle allait plutôt mourir, tout court. Kathleen se cachait. Son frère le lui avait ordonné quand le pavillon, arboré par le bateau qui s'approchait depuis le milieu de la journée, fut identifié formellement. C'était un drapeau noir marqué d'un crâne blanc et d'un sablier, juste au-dessus, comme pour indiquer que dans peu de temps, la mort les frapperait. Elle restait cachée dans sa cabine depuis. Un silence et un calme oppressant s'étaient installés. Elle ignorait tout de ce qui se passait sur le pont et sur l'eau autour du navire la transportant. Elle se rendit compte que l'ignorance était ce qu'il y avait de pire dans ce genre de situation. Et soudain, comme un tonnerre proche, les canons du Devonshire se mirent à tirer. Ce fracas fit sursauter Kathleen. Elle n'était pas habituée aux explosions, elle avait passé toute sa vie dans la verte campagne du Sussex. Sa mère était morte quand elle était petite, et son père, peut-être pour oublier sa peine, était parti pour un long voyage au-delà des mers. Cela faisait des années, maintenant, que son frère Denis et elle ne l'avaient pas revu. Et il y a quelques mois de cela, ils avaient reçu une lettre de leur père leur demandant de le rejoindre aux Seychelles. Le voyage durait depuis des semaines sans incident autre que les problèmes apparemment habituels. Même pas une tempête sur tout le chemin. Kathleen avait apprécié les quelques escales dans les ports africains, et elle attendait avec impatience celle de Madagascar. Mais avec cette attaque de pirates, elle se demandait s'ils atteindraient la grande île. Une autre déflagration retentit. Elle lui sembla plus lointaine. Mais à peine une seconde plus tard, elle se retrouva projetée au sol. Apparemment, le Devonshire venait de se prendre quelques boulets ennemis. D'après ce qu'elle savait par ce que disaient les marins du Devonshire, les pirates n'utilisaient leurs canons que pour faire taire ceux des navires qu'ils attaquaient. Et pour cause, leur but demeurait de s'en emparer et de faire main basse sur les richesses transportées. Faire taire les canons pour pouvoir s'approcher sur une bordée et aborder le navire, telle était la tactique habituelle des flibustiers. Et pour le coup, le silence relatif qui suivit le dernier tir l'inquiéta. Relatif, car elle continuait à apercevoir des cris et des ordres tombant de la passerelle. Elle avait peur. Si les pirates gagnaient la bataille, qu'adviendrait-il d'elle ? Les récits qu'elle avait entendus sur le sort des victimes de tels pillages ne la rassuraient pas. Au mieux, ils la tueraient. Au pire, ils la garderaient comme otage, l'échangeant contre une rançon, la vendant comme esclave, et dans les deux cas, s'amuseraient avec elle en la violant plusieurs fois avant. Le fracas de la bataille reprit, mais cette fois-ci, c'étaient les détonations plus légères des mousquets et les cris des assaillants qui se firent entendre. Les pirates s'étaient lancés à l'abordage. Le combat dura de longues minutes. À chaque bruit sourd d'un corps tombant sur le bois du pont supérieur, Kathleen tremblait. Était-ce son frère qui venait d'être mortellement touché ? La peur la retenait de ne pas se rendre sur le pont pour s'en rendre compte par elle-même. Puis, le silence se fit de nouveau. Elle ignorait s'il était
pour de bon ou mauvais augure. Mais s'il signifiait la victoire des Anglais sur ces flibustiers, pourquoi Dennis ne venait-il pas la chercher? Des bruits de pas se firent entendre. Des objets étaient renversés et des voix dures, parlant dans une langue que Kathleen ne comprenait pas, se firent entendre. Ses pires craintes s'en trouvèrent confirmées. Le Devonshire était tombé aux mains des pirates. Ce n'était qu'une question de minutes, voire de secondes, avant qu'ils ne la trouvent. Kathleen était paralysée par l'effroi. Elle se voyait déjà le jouet de ces brigands des mers. Par instinct, elle se plaqua contre la paroi du fond. Mais cela ne lui ferait gagner qu'une seconde avant l'inévitable. Quelqu'un tenta d'ouvrir la porte de sa cabine, insistant malgré le verrouillage. Kathleen s'attendait à ce que le pirate la fracasse d'un coup de pied, mais il n'y eut qu'une faible lumière jaune et le cliquetis de la serrure, s'ouvrant sans effort de résistance. La porte s'ouvrit. Le pirate, dépareillé qui posa les yeux sur Kathleen d'un air gourmand, n'était étrangement pas armé. À part si on considérait comme une arme un simple bout de bois. Il se tourna vers son acolyte pour dire quelques mots qui les firent rire. « Veuillez nous suivre, mademoiselle », ordonna le pirate dans un anglais teinté d'un fort accent étranger. Résister aurait été inutile. Kathleen suivit les pirates jusqu'au pont principal. La vision d'horreur lui sauta aux yeux et au cœur comme un animal enragé. Des corps gisaient partout. L'équipage du Devonshire avait été entièrement décimé. Seul le capitaine demeurait encore en vie. Il se tenait agenouillé, tenu en respect par un pirate armé d'un pistolet à pierre. À côté de lui se trouvait Dennis, visiblement blessé, mais toujours vivant. Oubliant un instant qu'elle était entourée de pirates assassins, Kathleen accourut jusqu'à son frère et le serra dans ses bras. Les pirates rirent de ce spectacle. Kathleen s'en fichait. « Dennis, tu vas bien ?» fit-elle. « Tu es blessé ?»« Rien de grave, » répondit-il en ne lâchant pas le capitaine des pirates de son regard sombre. Kathleen posa ses yeux sur le capitaine pirate. Il arborait une barbe hirsute et irrégulière, entrecoupée de cicatrices. Il était d'une maigreur maladive, et pourtant, son œil était alerte et vif. « Comme c'est touchant !» fit-il avec un sourire railleur, relançant les rires de son équipage. « Miss Tuxon, je suppose. Je suis le capitaine Miklos Aphistos, et je vous annonce que vous êtes mon otage, tout comme votre frère. » « Pour quelle raison nous prendre en otage ?» osa demander Kathleen malgré sa peur. « Simplement pour vous échanger contre une rançon, et si votre famille refuse, je vous vendrai comme une esclave aux barbaresques. Ils aiment les petites blanches comme vous, c'est très exotique. »« Vous comptez nous échanger tous les trois ?» lança le capitaine du Devonshire. « Vous prenez des risques. »« En fait, capitaine, je n'ai jamais parlé de vous. » Le capitaine n'eut pas le temps de comprendre le sens de ces mots. Le pirate, le tenant en joue, tira à bout portant, transformant son crâne en un trou béant sous les yeux de Kathleen et Dennis. La jeune femme resta un long moment à ne pas pouvoir détacher ses yeux du corps encore chaud du capitaine. « Bien, » continua Aphistos, « maintenant que ce détail est réglé, je vous invite cordialement dans les cales de mon navire. Vous n'y trouverez aucun confort. »« Capitaine, » fit un autre pirate en s'approchant. « on a repéré une voile arrivant par le nord-est. Elle est encore à bonne distance. »« Et alors ? On sera bientôt parti. » »« C'est juste que... Quoi ? » ?»« On croit que c'est l'Ankou. » Kathleen vit un éclair d'effroi passer dans le regard du capitaine Aphistos. Se pourrait-il qu'il ait peur ? Qu'est-ce qu'était cet Ankou ? Un chasseur de pirates ? Finalement, le capitaine se reprit. « Nous ne resterons pas pour le savoir, » dit-il. « Faites-les monter à bord, nous partons de suite. » « Si c'est l'Ankou, ça ne servira à rien, » lança un autre pirate. « Ce navire est pire que le Hollandais volant. »
On s'en va, j'ai dit. Kathleen et son frère furent descendus sur le bateau des pirates. La jeune Anglaise pouvait lire l'inquiétude grandissante sur les visages des forbans. Ils regardaient de plus en plus souvent en direction de la voile s'approchant. À tel point que Kathleen put s'approcher du bastingage pour jeter un coup d'œil également. Un navire à la silhouette monochrome faisait route vers eux. Cette simple vision redonna espoir à la jeune femme. « Il s'est rapproché vite », entendit-elle. « Ça ne peut être que lui. » La peur, c'était ce qu'elle retint le plus de ces quelques mots. Le navire d'Aphistos décrocha ses amarres du Devonshire et leva ses voiles. Les pirates semblaient avoir un peu oublié les deux Anglais. Kathleen en profita pour jeter un nouveau coup d'œil en direction du navire noir. Il lui semblait qu'il s'était rapproché extrêmement vite. Aucun bateau n'était capable d'une telle vitesse. « Je vous ai dit de les mettre à fond de cale !» cracha la voix d'Aphistos. Un pirate se saisit de Kathleen pour la tirer vers l'entrepont. Mais une détonation lointaine retentit. Tout le monde se figea et se jeta au sol quand le grand mât se brisa en sa moitié. « Ce sont eux !» s'écria un pirate. « Il n'y a que l'encou pour faire mouche à cette distance. » « On peut encore gouverner pour leur présenter une bordée !» fit Aphistos, visiblement pas à l'aise. « Canonnier, à vos pièces !» Un second tir se fit entendre. Il toucha l'arrière du bateau d'Aphistos. « On n'a plus de gouvernail !» « Ils nous veulent vivants !» cracha Aphistos. « Eh bien, nous vendrons chèrement notre peau. Bordée tribord, bique dehors !» Aussitôt l'ordre lancé, les sabords de la bordée tribord s'ouvrirent pour laisser passer les bouches des canons. Le capitaine Aphistos attendait le bon moment pour tirer sur le navire que Kathleen devinait maintenant noir et blanc. Il s'était rapproché, mais n'était pas encore à portée de tir. Alors comment ce bateau avait-il pu effectuer des tirs d'une telle précision à cette distance ? Une nouvelle détonation retentit, et cette fois encore, le tir toucha avec une précision incroyable. Les deux canons les plus en avant de la bordée tribord furent touchés. Les corps des pirates s'en occupant volèrent en charpie, et Kathleen vit l'un des deux canons tomber à la mer. Une voix lointaine mais forte se fit entendre. Kathleen mit quelques secondes avant de comprendre qu'elle venait du navire noir et blanc. Quelqu'un devait se servir d'un porte-voix. « Aphistos, rends-toi !» ordonna la voix. « Je sais que tu as des otages, mais tu sais aussi bien que moi que nous n'avons pas besoin de faire sauter ta bordée pour ensuite t'aborder. Nous voulons récupérer tes otages, et ensuite nous partirons. » « Mais bien sûr !» répondit Aphistos. « Tu me laisserais partir après ce que j'ai fait à Victor Blanco ?» « La vengeance ne sert à rien. Je te laisse 5 minutes pour te décider. » Le capitaine Aphistos se tourna vers son second. Ce dernier semblait effrayé. « Ils nous tiennent, » dit-il. « Tu sais très bien qu'ils peuvent nous aborder quand ils veulent à cette distance. Et ils nous ont prouvé que nous étions à portée de tir de leurs canons. On n'a pas le choix. »« Ils nous tueront, » fit Aphistos. « Les Morbraises ne sont pas connus pour leur clémence, même s'ils disent le contraire. Ce sont des vengeurs, et j'ai tué un des leurs. » « Ils nous donnent une chance de nous racheter. Je me demande comment ils savent pour les deux Anglais. Mais pour le moment, nous avons d'autres chats à fouetter. » « Ok. » Aphistos approcha un bout de bois de sa gorge. Kathleen ne comprit pas. « Sonorus !» psalmodia-t-il. « D'accord, Morbraise !» hurla-t-il de sa voix magiquement amplifiée. « Je les mets sur une chaloupe et je te les envoie. »« Non, » répondit l'autre bateau. « J'envoie 3 hommes les chercher. Si je perçois le moindre problème, ta passerelle est dans ma ligne de mire. » Aphistos ne répondit pas. Il savait que ce n'était pas du bluff. Kathleen s'attendait à voir une chaloupe approcher, mais rien. Un bruit sec se fit entendre, et au milieu du pont, 3 individus venaient d'apparaître.
Ils étaient tous les trois très différents et armés. Ils tenaient leurs armes prêtes à servir au moindre problème. Kathleen se demandait comment ils étaient arrivés jusqu'ici aussi vite et sans chaloupe. L'un d'eux était un homme d'une quarantaine d'années qui devait avoir passé sa vie sur la mer. Il avait l'œil aiguisé et tenait un pistolet à pierre et un sabre d'abordage. Le second personnage était une jeune femme qui ne devait avoir que quelques années de plus que Kathleen. Ce qui frappa la jeune Anglaise fut ses traits. Elle pensa qu'elle devait être d'origine chinoise ou indo-chinoise. Elle portait une sorte d'armure légère, protégeant son torse et ses épaules. Un sabre, comme Kathleen n'en avait jamais vu, se trouvait toujours dans son fourreau, glissé dans sa ceinture. Elle était très belle malgré son visage froid et inexpressif. Le dernier devait avoir le même âge que l'Asiatique. C'était un jeune homme brun, tenant un sabre d'abordage et un bout de bois, comme elle avait vu certains pirates emporter. Il jeta un coup d'œil en direction de Kathleen et Denis, puis fit quelques pas vers Aphistos. « John Morbraise, Fit Aphistos. je vois que Gaël envoie un de ses hommes de confiance. » Il a confiance en tout le monde sur l'Ankou, répondit le jeune homme. Si un de tes hommes tente la moindre action, Akiko ou Helmut se feront une joie de le renvoyer ad patresse. Aucun ne bougera, mais j'espère que vous ne nous tirerez pas dessus une fois de retour à votre bord. Le dénommé John Morbraise ne répondit pas. Il fit un signe à l'Asiatique et à l'homme. Ces derniers vinrent se placer de part et d'autre de Denis et Kathleen. L'Asiatique se tourna vers la jeune Anglaise et posa sa main sur son épaule. De son autre main, elle prit contact avec l'autre homme qui lui-même avait posé sa main sur l'épaule de Denis. « Restez calme, dit l'Asiatique. Kathleen ne comprit rien. Elle vit les yeux de l'Asiatique se teinter d'or un instant avant d'être pris dans une sorte de tourbillon et de se sentir comprimé. Lorsque la sensation cessa, il n'était plus sur le bateau d'Aphistos, mais sur un tout autre, entouré d'autres gens. L'un d'eux, un homme à l'allure rassurante, s'approcha. « Je m'appelle Justin Lefranc, je suis médecin, » se présenta-t-il. « Vous allez bien, mademoiselle ?»« Oui, répondit-elle sans savoir ce qui lui arrivait. Mais mon frère, Je m'en occupe. » où sommes-nous ? Bienvenue sur l'Ankou, lança une voix grave. Je suis le capitaine Gaël Morbraise. Un homme arborant une barbe soignée se dressait devant elle. Une cicatrice en diagonale descendait de son front jusqu'à sa joue gauche, passant entre les deux yeux. « Vous êtes des chasseurs de pirates ?» questionna Kathleen. Un rire parcourut l'équipage pour accueillir cette question. « Pas vraiment, » fit Morbraise. Le jeune homme apparut de nulle part dans un claquement de fouet. Il se dirigea directement vers son capitaine. « Je crois qu'il se doute de nos vraies intentions, » sourit-il. « Alors ne les faisons pas attendre, » fit le capitaine. « Vas-y. »« Bordez bâbord, canonnier à vos pièces, bique dehors !» hurla John Morbraise. Aussitôt, les canons de la bordée bâbord surgirent. « Feu !» Un grand fracas se fit entendre et le navire d'Aphistos vola en éclats et en flammes. Malgré ça, il n'y eut aucun cri de joie parmi l'équipage. Ils étaient plutôt perdus dans leurs pensées, comme en train de se recueillir. « Victor est vengé, » dit simplement Gaël. « Je te laisse t'occuper du reste pour ces deux-là. » Le capitaine retourna sur la passerelle. John se tourna vers le médecin. « Justin, comment vont-ils » demanda John. « La demoiselle va bien, » répondit le médecin. « Quant à cet homme, je n'en ai pas pour longtemps à le rafistoler. » Le médecin sortit un bout de bois et dit quelques mots. Aussitôt, la blessure se referma sans laisser de cicatrice. « Et voilà, comme neuf, » fit le médecin avant de repartir. « Mais qui êtes-vous » questionna Denis. « Et comment faites-vous ça » demanda-t-il en montrant son bras. « Nous sommes l'équipage de l'Ankou » répondit simplement John. « Pour qui naviguez-vous » Pour nous-mêmes.
John désigna le haut du grand mât. En son sommet flottait un pavillon reconnaissable entre mille, un drapeau noir avec un crâne et des sabres croisés. « Pirates » souffla Kathleen. Note du chapitre. Tonnerre sur l'océan Indien est une référence au grand film présentant les aventures du plus grand des corsaires, le capitaine Robert Surcouf. Le pavillon noir marqué d'un crâne blanc et d'un sablier juste au-dessus. Contrairement à la pensée populaire, les pavillons pirates n'arboraient pas tous un crâne et des tibias croisés. Le sablier était courant car il indiquait aux victimes que leur temps était compté. Le Hollandais volant était un célèbre vaisseau fantôme voguant depuis des siècles et ayant inspiré les auteurs de Pirates des Caraïbes.